Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons poursuivre notre discussion sur le roman de Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes. Ce roman a obtenu le prix Goncourt en 2021. Alors Nicolas, ce roman, il traite de la quête de Diégane, et Diégane est à la recherche d'informations sur cet écrivain qui s'appelle Tessé Eliman et qui a disparu après avoir été discrédité par le milieu littéraire parisien. Alors cette disparition, est-ce que c'est peut-être un péché d'orgueil? Parce que toute littérature, la littérature n'est pas isolée. La littérature, elle naît dans un contexte. Les œuvres se nourrissent d'autres œuvres. Donc, est-ce qu'il était un petit peu trop orgueilleux, cet Eliman, pour disparaître comme ça, subitement? Je crois que peut-être les attaques ont été particulièrement violentes et agressives, surtout dans le contexte dans lequel Mohamed Mbougar Sarr situe les événements, donc où il y a encore des réflexes coloniaux dans les réflexions qui sont faites sur Eliman. Tout cela peut engendrer effectivement des blessures et une frustration. Mais c'est ce que j'avais dit à la fin du dernier podcast, finalement derrière Eliman, je crois que c'est toute une réflexion sur la littérature à laquelle Mohamed Mbougar Sarr nous invite. Et d'ailleurs, je disais aussi que le roman c'est un genre polymorphe. Eh bien, nous avons aussi un essai caché dans ce roman, tout un essai qui est une réflexion sur la littérature francophone également, mais déjà sur la littérature en tant que la littérature ne peut plus vraiment prétendre être une littérature de création, au sens de la création ex nihilo, à partir de rien, mais que toute littérature est un petit peu une réécriture. On a l'idée développée par Gérard Genette que l'écriture est palimpseste, que c'est une écriture en relief, que on écrit quelque chose, mais que sous ce qu'on écrit, en fait, il y a des strates qui sont composées de toutes les références aux auteurs qui ont pu écrire sur le même sujet dans les siècles passés. Et c'est d'ailleurs toute la caractéristique de la modernité, comme on parle de modernité à partir de Baudelaire, la modernité baudelairienne, c'est cette conscience d'être toujours en train de réécrire des choses qui ont forcément déjà été traitées auparavant. Alors justement, Eliman a fait des emprunts, il a avoué avoir fait des emprunts dans différents ouvrages, différentes histoires. Quel était son péché? Eh bien, je crois que justement, il n'y en avait pas. Alors, d'ailleurs, le roman remet en scène, en quelque sorte, ce débat littéraire, et il introduit l'idée de l'innutrition, plutôt que de parler de plagiat, parce que l'œuvre n'était pas un plagiat. Plagiat, c'est lorsqu'on recopie telle quelle l'œuvre de quelqu'un d'autre et qu'on met son nom à la place. Ça, c'est un plagiat. Mais on trouve dans l'histoire de la littérature toutes sortes de conceptions. Par exemple, à partir du XVIe siècle, dans la littérature française, il y a une doctrine qu'on a appelée tout simplement la doctrine de l'imitation, et qui d'ailleurs est assez proche de l'innutrition, c'est-à-dire cette idée qu'on doit, d'ailleurs c'était une obligation, qu'on doit s'inspirer d'un modèle tiré de l'Antiquité et essayer de rivaliser avec ce modèle. Des œuvres comme celles de Racine, Molière, tous les grands noms de la littérature française sont dans ce principe-là. La Fontaine lui-même défendait son imitation tout en disant « mon imitation n'est point un esclavage », mais il admet qu'il reprend les fables d'Ésope, les fables de Phèdre et bien d'autres textes. Donc
effectivement, j'ai envie de dire, toute littérature, quelque part, se choisit des modèles, s'en inspire et rivalise avec ces modèles, parce que c'est finalement ça le principe du littéraire, c'est la réécriture. Alors, il y a une réécriture plus ou moins inconsciente ou plus ou moins consciente, et la modernité, en tout cas, voilà, Baudelaire joue beaucoup sur ce fait-là, c'est la conscience de ces processus de réécriture, de référence, d'allusion, et donc faire une œuvre en reprenant des œuvres anciennes, mais pour en faire quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire que c'est au contraire une œuvre très moderne et très littéraire. Bien sûr. Donc les attaques dont a fait l'objet Eliman sont inhérentes au milieu littéraire, dont il y a vraiment une peinture qui est faite au vitriol. C'est un champ littéraire où quelque part les critiques qui ont leur place sont, j'allais dire, carrément racistes. Or, et nous en avons parlé auparavant, Eliman n'a aucune expérience. C'est un jeune auteur, de surcroît africain, donc il n'est pas suffisamment aguerri pour comprendre que le champ littéraire, pour reprendre un terme de Bourdieu, c'est un espace symbolique qui est caractérisé par, oui, des luttes de pouvoir. Le pouvoir étant le prestige qu'ont les différents auteurs. Oui, ce milieu ça apparaît ici comme plutôt malhonnête et peut-être même assez peu littéraire, puisqu'ils ne savent pas ce qu'est la littérature, et que cette littérature, il y a forcément une part de réécriture dedans. Oui, c'est un auteur francophone qui est là, sur le champ littéraire, dans le milieu littéraire, avant l'heure, parce que c'est un auteur francophone. D'ailleurs, je dois dire que le terme d'auteur francophone, même à ce jour, suscite parfois des discussions. La place de l'auteur francophone dans la littérature française. Alors pour le coup, Mohamed Mbougar-Sarr, évidemment, jeune auteur, prix Goncourt en 2021, il n'y a pas de problème, mais 40 ans auparavant, c'eût été absolument différent. Effectivement, il nous décrit un milieu littéraire qui est celui de cette diaspora africaine à Paris, voilà, des jeunes écrivains plus ou moins reconnus. Et effectivement, il nous décrit cette francophonie comme une sorte de ghetto, puisque finalement il y a toujours une espèce de condescendance entre le milieu littéraire français et ces écrivains qu'on va qualifier de francophones. C'est quelque chose qui est justement caractéristique de ce milieu français, parce que on ne trouve pas la même problématique dans la littérature anglophone, hispanophone ou autre, où il n'y a pas de différence. En fait, c'est de la littérature anglaise ou de la littérature espagnole, alors que, effectivement, dans notre champ littéraire, on va distinguer la littérature française d'une littérature qu'on appellera francophone, et il y a effectivement une certaine condescendance qui vient peut-être du fait que la francophonie, ce n'est pas simplement, comme son étymologie l'indique, le fait d'utiliser comme phonet, comme voix, comme langue, le français, mais ça renvoie aussi à des institutions politiques qui peuvent être perçues comme une sorte d'avatar du colonialisme, avec toutes les positions hiérarchiques que cela peut supposer. Et du coup, ça crée effectivement un milieu littéraire assez spécial, et que Mohamed Mbougar-Sarr nous décrit plutôt bien. Et d'ailleurs, c'est un milieu particulièrement mesquin. Alors que ce milieu fut mesquin dans les années 30, on peut, sans l'admettre, essayer de le comprendre, mais je dois dire que même à l'heure actuelle, et ici je fais peut-être une petite digression, quand on va dans certains grands magasins, eh bien, la littérature francophone, sur le plan matériel, elle n'est pas placée sur les mêmes étagères que la littérature française. Alors, pour quelle raison ? Peut-être que parce que les noms de ces auteurs ne sont pas encore suffisamment connus,
et c'est pour ça qu'elle a sa place à part. Mais cependant, là, je dirais, il y a un petit problème d'inclusion quand même au niveau de ces œuvres. Oui, il y a un problème de reconnaissance, mais du coup, effectivement, je crois que Mohamed Bougarsar arrive bien. Déjà, il obtient cette consécration qu'est le prix Goncourt, et il nous montre. Dans cette œuvre, à quel point il maîtrise parfaitement la langue française et d'une, mais aussi une double culture, parce qu'il connaît parfaitement la culture, on va dire, classique européenne, celle qu'on apprend dans nos salles de classe en France, et je crois qu'il a fait des études dans des classes préparatoires françaises, et donc la référence à Rimbaud, par exemple, c'est un Rimbaud nègre, nous dit-il, son Éliman, et effectivement, ça soulève la question de l'adieu à la littérature, comment peut-on cesser d'écrire quand on a été écrivain, des questions passionnantes, mais qui renvoient donc au personnage de Rimbaud, et d'un autre côté, il va nous décrire tout un ensemble d'écrivains d'origine africaine. Alors on a, je crois, un Camerounais, plusieurs Sénégalais, un Congolais. Donc il va aussi essayer de représenter toutes ces énergies créatrices-là en recréant des conversations, on va dire, littéraires, mais qui là aussi ont quelque chose d'assez absolutiste, où on voit que la littérature c'est la vie. Là, c'est presque là aussi la recherche de l'absolu, comme on le trouvait chez de grands écrivains du 19e siècle. Hein. Cette quête de l'absolu, c'était notamment Rimbaud, on le classe parfois dans les poètes de l'absolu. Eh bien, on retrouve cette idée très forte d'une littérature qui est aussi importante que la vie, chez des écrivains donc pour qui la littérature c'est tout. Bien sûr. Alors nous parlions de la place de l'écrivain francophone, et moi j'aimerais aborder un thème, c'est la fameuse oralité africaine. Alors là-dessus, Mohamed Bougarsar s'amuse évidemment beaucoup des clichés qui sont attachés à cette fameuse oralité africaine, alors selon laquelle, dans les siècles précédents, les bibliothèques n'existant pas, eh bien, la transmission des savoirs, et en particulier des savoirs littéraires et culturels, se faisait par la voie orale. Et moi, je trouve qu'il s'amuse beaucoup autour du genre du conte africain. Parce que je pense que là-dessus, nous ne serons pas tout à fait d'accord. Alors, quand il nous raconte ces contes africains, ces histoires de crocodiles, etc., effectivement, il utilise un lexique, le lexique nécessaire à raconter ce type d'histoire, mais je pense qu'au niveau de la syntaxe, il a ses particularités. Alors voilà, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Je crois que cette oralité africaine, c'est un petit peu un cliché, justement sur ces littératures, dont il se moque d'ailleurs à un moment quand il dit justement ils sont en train d'évoquer leurs précurseurs et de les critiquer pour dire qu'ils ont servi en quelque sorte aux Blancs, ce que les Blancs attendaient, c'est-à-dire cette fameuse truculence naturelle des Africains, comme il l'écrit. Et je ne trouve pas le style de Mohamed Bougarsar particulièrement oral. Je trouve qu'effectivement les phrases sont d'abord très très bien écrites, très belles, elles sont rythmées, elles sont poétiques. Mais je trouve que dans l'oralité, on va avoir des phrases, on va dire, plutôt simples, alors que Mohamed Bougarsar, pour moi, utilise plus fréquemment la phrase complexe, avec une certaine abondance de subordonnés. Pour moi, au contraire, je verrais plutôt une maîtrise de la phrase à la façon de Proust, avec beaucoup de subordonnées incluses dans d'autres, une phrase très architecturale, pourrait-on dire. Et donc moi, c'est vrai que je suis plus sensible à ce style qui justement ressemble peut-être plus à une culture qui serait la mienne, la culture européenne. Alors pourtant, moi j'y ai vu parfois le fantôme de Senghor, de Léopold
Sandor Senghor, alors par certains termes, certains néologismes, et j'irais même jusqu'à dire parfois, il y a une certaine préciosité dans l'emploi du langage. Oui, une préciosité qui peut venir de Senghor, moi je pense aussi à Aimé Césaire, et qui vient peut-être effectivement, alors dans ce cas-là, d'une certaine, on va dire, tradition de cette littérature d'Afrique francophone, où il s'agit peut-être parfois de montrer au pays colonial que l'on maîtrise mieux sa langue que lui. Hein, et c'est vrai que, par exemple, au niveau du vocabulaire, Mohamed Bougarsar m'en a appris pas mal. Il y a beaucoup de mots rares qu'il remet en usage. Et ça aussi, c'est un plaisir. Je crois que c'est Michel Butor qui disait dans ses essais sur le roman que le roman, c'était une sorte de musée pour le langage. Et que, effectivement, c'est dans un roman qu'on peut entreposer comme des œuvres d'art, des vieux mots, pour qu'ils ne disparaissent pas complètement. Et effectivement, là, nous allons trouver tout un ensemble de mots qui vont nous faire retrouver un usage de nos dictionnaires. Il faut aussi préciser que Mohamed Bougarsar je crois, a fait du Scrabble, mais je crois en compétition. Donc il a effectivement, rien que pour ça, un vocabulaire très étendu, mais qu'il sait très bien utiliser. Bien sûr, il a été aussi, je crois, le premier bachelier du Sénégal. Il a fait les classes préparatoires, enfin, toutes ces informations, il les donnait dans un podcast d'Arte Radio. Donc, c'est véritablement, allez, on va pas hésiter, c'est véritablement un génie quand même. Hein. Et c'est amusant parce que tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi je trouve que le personnage de Diégane, il a quelques points communs quand même avec l'auteur, alors avec Mohamed Bougarsar. Oh, si, là je suis tout à fait d'accord, puisque effectivement Diégane, c'est toute la question d'une espèce d'écartèlement culturel entre d'un côté sa culture parisienne, pourrait-on dire, ou en tout cas française, et son origine sénégalaise. Donc comment ne pas y voir incarné dans une histoire, bien sûr, mais une réflexion et des préoccupations qui sont très certainement celles de l'auteur, qui a joui de cette double culture et qui d'ailleurs, dans le dispositif éditorial de ses œuvres, a toujours, si je ne m'abuse, a toujours essayé de faire en sorte de faire publier ses livres à la fois en France et au Sénégal, en privilégiant des sortes d'alliances entre maisons d'édition. Absolument. Donc la dualité, elle est partout dans le roman, mais à la différence de certains personnages, Diégane, lui, il ne se laissera pas écarteler, mais il trouvera la littérature après ce retour au pays, et il la trouvera en lui. Tout à fait. C'est en cela qu'on peut rajouter à la liste des genres invoqués par le livre une Odyssée. Absolument, absolument. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. Merci et à la prochaine fois.